Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la RTS, il est 20h. Le journal, voici les titres. Le président Macky Sall fait le point sur les réalisations du PUDC. Un an après le lancement du programme d'urgence de développement communautaire, qu'est-ce qui a été fait? Que faut-il améliorer dans le processus? Ce soir, l'état des lieux, nous parlerons des pistes de l'électrification et de l'hydraulique rurale, entre autres. Engagement républicain des jeunes pour l'émergence. Guédiawaye, point de départ des vacances citoyennes. Le thème de cette année répond aux objectifs que s'est fixé le Sénégal d'ici 2035. Le Premier ministre le rappelle, le chef du gouvernement lancé hier les activités prévues dans le cadre de ce mois au service de la nation. Et puis dans la rubrique au cœur de nos cultures, un art qui fait courir les foules, un moment incontournable dans la lutte sénégalaise, le bac, ou la capacité de s'autoglorifier et de rappeler à ses adversaires leur rang. Entre pas de danse et son des tam-tams, toute une ambiance qui fait vibrer nombre d'amateurs. Ce soir, nous reparlons de cette tradition bien sénégalaise. Bonsoir à tous. Près de 800 km de pistes rurales en chantier, parmi lesquelles plus de 130 km déjà achevés, 500 villages électrifiés et plusieurs forages réalisés. Le président de la République a eu aujourd'hui une séance de travail avec des membres du gouvernement et le PNUD pour passer en revue les grands projets confiés au PUDC. Bilan d'une année de mise en œuvre avec Pape Biram Biguenyaï. Une partie de l'équipe gouvernementale autour de la table du président de la République. Il s'agit de se pencher sur le vécu des populations du Sénégal des profondeurs à travers le PUDC. Alors question, qu'est-ce qui a été fait dans la période 2015-2016 ? J'avais l'habitude de comparer par rapport à ce qui a été fait depuis 1960, 12 500 km de pistes rurales, ce qui fait une moyenne de 193 par année. Aujourd'hui, nous avons en chantier sur 35 sites 787 km de pistes rurales. Je pense que nous avons même atteint les 800 km de pistes rurales. 135, je pense, déjà terminées et 35 qui ont été déjà réceptionnées. Vous prenez l'électrification rurale où il y a aujourd'hui comptabilisé plus de 500 villages à électrifier. La moyenne jusqu'ici, avant 2012, c'était 1900 villages. Après 2012-2014, nous avons atteint les 1250. 2250, ça fait en moyenne 35 villages par année. Aujourd'hui, nous parlons de plus de 500 en 2 ans. Donc, nous ne sommes pas du tout dans le même champ paradigmatique. Je peux parler de l'eau, de l'hydraulique. Aujourd'hui, ce que nous faisons est énorme, et qui est à ajouter, évidemment, dans ce que font les ministères déjà. Le bilan à mi-parcours est rassurant et les perspectives offrent de nouvelles opportunités aux Sénégalais de l'intérieur du pays confrontés à la pauvreté. Le développement en milieu rural est en marche sur fond d'amélioration des conditions de vie des populations. C'est le rattrapage. Il fallait corriger vite, aller vite, en fonction naturellement des constats qui ont été faits par Monsieur le Président de la République lors de ces différentes tournées, sur déjà les retards que nous avons en termes d'objectifs dans le cadre de ce qu'on appelait les OMD. Il y a des zones reculées qui pendant des décennies attendaient l'eau, n'ont jamais trouvé de l'eau et qui aujourd'hui, dans lesquelles se développe une petite économie rurale, une petite économie locale. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de pays en Afrique et ailleurs qui sont en train de copier le modèle que nous avons mis en place, le PUDC, et c'est tout à l'honneur de Monsieur le Président de la République. Dans les mois à venir, le processus d'électrification des villages va connaître un rythme intense avec un impact réel en termes de réduction du gap monde rural et centre urbain pour corriger les inégalités. En synergie avec le PNUD et plusieurs départements ministériels, le PUDC a fait d'importantes réalisations dans les domaines de l'hydraulique, des pistes rurales, de l'équipement et de l'électrification rurale. Le représentant de la COICA, la République de Corée, a fait ses adieux aujourd'hui au chef de l'État au terme de sa mission au Sénégal. À cet effet, il a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national de Lion par le président Macky Sall. La coopération entre le Sénégal et la République de Corée s'est renforcée dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation et de l'énergie, entre autres. Voici le représentant résident de la COICA au micro de Pape Biram Biguenyaï. Today is my special day. I'm very happy today. It's not
Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour lui et très agréable parce qu'il vient d'être reçu par son Excellence Monsieur le Président de la République et qu'il a été décoré à l'Ordre national du Lion à la fin de son mandat au Sénégal de 2013 à 2016. Il dit que quand il est arrivé ici, il y avait quelques difficultés dans la coopération avec la République de Corée, mais il a pu réussir à résoudre ces difficultés et que maintenant il y a beaucoup de choses qui se passent très bien et que les projets se développent de plus en plus. Le Sénégal a réussi à faire partie des 26 pays prioritaires de l'aide publique au développement de la Corée et que depuis lors, il y a beaucoup plus de projets qui vont venir au Sénégal. Le volume des projets va être doublé ou triplé au moins. Le vendredi dernier, le 29 juillet 2016, il y avait une délégation du ministère des Affaires étrangères de la Corée qui était venue ici pour discuter avec la partie sénégalaise, le ministère des Finances et les autres ministères sectoriels, sur le document de stratégie pays de la Corée pour le Sénégal pour 2016-2021. Et il dit que lors de ces discussions, il a été identifié des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'élevage, pêche, élevage et tout. Ensuite, il y a aussi la santé, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et le développement rural, tel que l'hydraulique rural et les autres secteurs. Donc ces secteurs ont été identifiés comme secteurs prioritaires dans le cadre du document de stratégie pays de la Corée pour le Sénégal pour les 5 prochaines années. Le Premier ministre a lancé hier les activités prévues dans le cadre des vacances citoyennes. Le chef du gouvernement a rappelé aux jeunes le rôle qu'ils doivent jouer et la place qui est la leur dans le développement socio-économique du Sénégal. Le thème de cette année, engagement républicain des jeunes pour l'émergence, est un appel du pied et c'est à Guédiawaye que le ton a été donné. Ibrahim Andong. Un accueil à la hauteur de son rang. Le chef du gouvernement vient ainsi procéder au lancement de la caravane des vacances citoyennes. Pour cette année, c'est la ville de Guédiawaye qui est à l'honneur. Pour l'occasion, ils sont nombreux les mouvements de jeunesse à répondre présents. En choisissant cette ville pour le lancement officiel de cette activité dédiée à la jeunesse du Sénégal, le gouvernement vient confirmer tout l'intérêt et toute l'attention qu'accorde le chef de l'État à cette importante partie de notre capitale, c'est-à-dire la banlieue de Dakar. Notre joie est d'autant plus grande que nous venons répondre à l'appel de la jeunesse de notre pays qui, ayant compris le sens de l'invite de M. le Président Macky Sall, a décidé de s'investir pour un engagement citoyen au service de l'émergence du Sénégal. Engagement républicain des jeunes pour l'émergence, c'est le thème de cette année. Un thème qui en dit long sur le rôle important que doivent jouer les jeunes pour le développement du pays. Vous avez compris en effet que sans vous, l'atteinte des objectifs de développement et d'émergence que nous nous sommes fixés ne serait point possible. Notre pays compte ainsi capturer son dividende démographique en investissant sur le potentiel et le dynamisme de sa jeunesse, qui constitue une opportunité pouvant contribuer à l'accélération de la croissance économique. Sur un autre point, Mohamed Boun Abdallah Dionne est largement revenu sur certaines activités des vacances citoyennes, comme celles relatives au reboisement dans certaines zones du Sénégal. La régénération de la mangrove à la réhabilitation d'infrastructures socio-communautaires, en passant par des activités de prévention et de promotion de la santé, de l'hygiène, de la salubrité, de protection et de préservation de l'environnement, entre autres. Je constate avec satisfaction que vous avez choisi encore une fois de vous rendre utile à toute la communauté. Plusieurs responsables ont honoré de leur présence cette cérémonie de lancement. En plus des jeunes, le parti au pouvoir, tout comme l'opposition, se sont unis comme un seul homme pour donner à cette activité un cachet particulier. Le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables a procédé à la mise en réseau au niveau de l'électrification rurale de plusieurs villages à Kaolack. Le projet va transformer radicalement, ou devrait transformer radicalement, la vie des populations. Déjà, un taux de couverture de 30% est atteint et d'ici 2017, l'État veut le relever jusqu'à 60%, Claire Diop.
Permettre aux localités rurales d'accéder à l'énergie, voilà toute la pertinence de la démarche. En mission au centre du pays, le ministre en charge de l'énergie et du développement des énergies renouvelables a procédé à la mise en service du système d'électrification des villages dans les communes de Guentekaï dans le Nioro et celui de Keur-Socé dans Kaolack. Un grand bond en avant du programme d'électrification rurale de l'État du Sénégal. À ce jour, un taux de couverture de 30% est atteint. Cela a eu comme corollaire la transformation radicale de la vie des populations. On remettait en cause les capacités de production de nos producteurs. L'électrification de la commune aidera à régler ce problème. J'ai parlé des femmes pour augmenter leur capacité, mais assurer leur autonomisation. Que ce soit à travers l'allègement des travaux des femmes, et j'en passe, mais aussi la transformation des productions agricoles. Voilà, monsieur le ministre, un petit diagnostic pour vous dire ô combien votre arrivée parmi nous soulage. Les 114 maires du pôle territoire Sine Saloum étaient en conclave avec la Sonatel. Aux importants et innovations produits que nous proposait la direction de la Sonatel, Internet, ADSL, télémédecine, etc., pour une gestion moderne de nos mairies, se dressait l'obstacle de la disponibilité de l'électricité dans nos villages. Par ma voix, nous disons merci à Monsieur le Président de la République qui nous a sortis des ténèbres, puisque plus de 50 ans nous étions dans cette obscurité. Mais aujourd'hui, l'électrification rurale est devenue une réalité. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, une enveloppe d'environ 15 milliards de nos francs est dégagée. 218 villages sont concernés. L'enjeu est majeur et l'État en est conscient. L'accès à l'énergie est plus que déterminant pour l'émergence du Sénégal. Une autre partie, c'est le PUDC, le Programme d'urgence de développement communautaire. 43 milliards consacrés à électrifier des villages, à amener l'électricité au bord des champs, pour qu'enfin, comme il l'a expliqué le docteur, on puisse irriguer les champs à moindre coût. C'est aussi les 15 milliards du programme PPP qui a permis ce matin de mettre en service les villages de Tchouben, de Djawara et de Messira Seydi. Au total, rien que pour l'électrification rurale, ces 2 dernières années, ce seront 110 milliards consacrés à cela. À Keur Omar Bambara, dans la commune de Ladmengue, département de Kaolack, le ministre d'annoncer l'électrification prochaine de 17 villages de la collectivité locale pour un montant de 700 millions de nos francs. Ailleurs également, Tcherno Alassane Sall s'est voulu rassurant. Des villages seront reliés au réseau à bas prix. Le taux de couverture de 60% d'électrification rurale est visé d'ici 2017. Des moteurs de pirogue aux pêcheurs, des moulins à mille au groupement féminin. La région de Matam vient de bénéficier de ce lot de matériel offert par le président de la République. La valeur de ce don est estimée à quelques 86 millions de francs CFA ou Moukalsoum Sall. L'autonomisation des femmes, une volonté des pouvoirs publics qui souhaitent à travers ce matériel contribuer au développement des activités génératrices de revenus des groupements féminins de Matam. Les pêcheurs, acteurs de développement non moins importants, ont aussi reçu des équipements. Les 10 moteurs hors bord d'une valeur de 46 millions de francs font partie d'un lot de matériel et d'équipements de la pêche mis à votre disposition par le chef de l'État, le président Macky Sall. Dans le cadre de sa politique de soutien aux couches vulnérables de notre pays, le chef de l'État a mis gracieusement à la disposition des femmes de la région 22 moulins et 3 batteuses à 1000 d'une valeur totale de 40 millions de francs CFA. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de montrer leur joie. Ce matériel, selon eux, sera d'un grand apport pour leurs activités. Nous remercions le président Macky Sall. Avec ce matériel, les femmes ne seront plus fatiguées comme avant. Vous savez, à Matam, la femme est très active. Ces moteurs reçus sont de grande puissance. Notre travail ne sera plus comme avant. Nos prises vont même considérablement s'améliorer.
Tous nos remerciements au président Macky Sall. 86 millions de francs CFA, c'est le coût de ce matériel de pêche et d'allègement des travaux de la femme offert gracieusement par le président Macky Sall. Le gouverneur de la région a invité les bénéficiaires à faire bon usage de ces équipements. Dans le sud, à Bignona, 5 tracteurs ont été remis aux associations d'agriculteurs par le projet Pôle de développement de la Casamance. Après Sédhiou, c'est au tour des producteurs de la région des Ziguinchor de recevoir ces engins. Dans le même temps, les membres du comité de pilotage du PPDC ont fait le point sur l'état d'avancement du dit projet. Salut Sec. Cette réunion du comité de pilotage du projet Pôle de développement de la Casamance est marquée par la présence massive des membres de cet organe, deuxième du genre. La rencontre qui se tient tous les 6 mois a été délocalisée à Bignona. Objectif, revenir sur l'état d'avancement du projet. Le PPDC a fait un excellent travail, je dirais même un travail inédit en Casamance. Et le PPDC a été félicité par le président de la République en Conseil des ministres, devant tout le monde. Vous prenez le bailleur qui est la Banque mondiale. Elle a dit dans son rapport, son dernier rapport, que le PPDC est l'un de ses meilleurs projets en Afrique de l'Ouest. Les femmes à Kolda, elles ont dit qu'elles ont multiplié l'année dernière le record par 4. Les producteurs ont dit qu'ils ont augmenté la production par 3. Et ça grâce à l'encadrement du PPDC. Le matériel, le produit, les intrants, les semences certifiées qui avaient été données. Avec ces réalisations, le PPDC est considéré comme un projet porteur d'espoir et d'espérance. Conscient de ses avantages, les membres du comité de pilotage comptent travailler main dans la main pour permettre d'atteindre les objectifs du programme. La région naturelle de Casamance, particulièrement, est dans le champ de mire des plus hautes autorités de ce pays. C'est pourquoi, au moment de démarrer, les politiques publiques phares relatives à la réforme de la gouvernance territoriale, ces autorités-là ont pensé à faire de cette région naturelle le cadre opératoire, le cadre d'expérimentation effectivement de ces politiques. Dès lors, nous ne devons pas faillir. Nous devons mobiliser toutes nos connaissances, notre savoir-faire, notre expertise, notre volonté, notre générosité pour aider le PPDC, pour nous aider justement à atteindre l'ensemble des objectifs escomptés. Après la rencontre, les membres du comité de pilotage ont procédé à la remise des tracteurs aux producteurs. Au total, 5 engins ont été remis aux différents groupements de producteurs de la région de Ziguinchor. Dans la Casamance, on a 14 tracteurs, 14 motoculteurs dans la phase 1, 10 décortiqueuses et 10 batteuses dans la phase. L'idée, c'était de tester d'abord la capacité des acteurs à répondre, à lever la contrepartie d'une part, et puis maintenant d'autre part, voir comment les tracteurs, les équipements vont se comporter sur le terrain et en fonction des enseignements qui vont être tirés, relancer un autre programme. On a vite compris que vraiment ça c'est la politique que le chef de l'État a mis en place de penser à l'agriculture pluviale. Nous qui dépendons de la pluviométrie, c'est quand même, nous en réjouissons et nous sommes très contents. Après Sédhiou, le projet Pôle de développement de la Casamance accompagne les producteurs de Ziguinchor, des équipements qui devront leur permettre d'augmenter leur production. À Dakar, le ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a procédé ce mardi au lancement du processus d'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement. À travers ce document de référence, le gouvernement du Sénégal compte faire de ce département ministériel un levier important pour l'amélioration de la compétitivité de l'économie et de la création de richesses, comme indiqué dans l'acte 2 du PSE à Wandiaï. L'État du Sénégal a instruit tous les ministères à se doter de lettres de politique sectorielle de développement. La lettre de politique sectorielle de développement permet d'améliorer l'efficacité et l'efficience du secteur public. Avec ce plan Sénégal émergent, le capital humain joue un rôle essentiel. Et il y a eu également ce ministère de l'apprentissage et de l'artisanat qui va au-delà tout simplement de l'éducation
pas de la formation seulement, mais nous sommes également au niveau de l'économie, comment développer l'économie sénégalaise. Alors il était important donc de réorganiser, réorienter, adapter toute la politique qu'on est en train de faire, toute la planification qui nous permettrait d'atteindre ces objectifs qui sont nombreux, c'est-à-dire mettre en tout cas sur le marché du travail des jeunes compétents et bien formés. L'élaboration de ce document de référence implique tous les acteurs au développement ainsi que les partenaires techniques et financiers. Il s'y ajoute que nous sommes en train nous tendons vers l'émergence. Et cette émergence dans le plan Sénégal émergent, au niveau de l'axe 2, c'est d'abord et avant tout et surtout le capital humain. Et ce capital humain en termes aussi d'accompagnement, oui, protection, oui, mais en termes d'offres de compétences. Parce que ce sont les jeunes Sénégalais qui vont construire le Sénégal de demain. Je parlais tout à l'heure du pôle de Diamniadio, de ce centre qui est extrêmement important. Il y a des chantiers, des entreprises qui s'installent. C'est à nous d'anticiper et de voir comment mettre en œuvre des projets qui nous permettent de former des jeunes utilisables tout de suite par les entreprises qui s'installent. Le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a bénéficié de l'appui technique et financier de la direction de la planification. La lettre de politique sectorielle de développement constitue un outil de décision, de programmation qui contribue à relever le niveau de croissance économique et à satisfaire les besoins des populations. Maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Le ministère de la fonction publique initie les responsables des ressources humaines sur les nouveaux modes de gestion des personnels. C'est dans cet esprit que s'est tenu un séminaire de formation ce mardi à Dakar. Fatima Tabanelba. Il s'agit à travers cette formation de marquer une étape importante dans l'accompagnement des réformes entreprises par le gouvernement. Le ministère de la fonction publique veut ainsi responsabiliser davantage les responsables des ressources humaines des différents ministères. Le Sénégal est dans une dynamique de réforme qui a commencé pour mieux maîtriser ses effectifs. Ceci a commencé en 2012 avec le lancement de l'audit physique et biométrique, dont l'un des résultats les plus notables a été d'avoir une maîtrise des effectifs et par prolongation une maîtrise de la masse salariale. Toujours dans cette continuation, on a mis en place ce qu'on appelle le fichier unifié des données du personnel de l'État, qui est une interface entre toutes les plateformes de gestion des ressources humaines et la plateforme de la SOL, toujours dans la perspective de mieux maîtriser la masse salariale. Ce séminaire en gestion prévisionnelle des effectifs et compétences GEPEC et en conduite du changement va permettre aux acteurs d'être plus outillés, surtout face au nouveau mode de gestion publique dans lequel l'administration va basculer en 2017. Face à ces réformes, la réforme budgétaire induite par l'entrée en vigueur de la loi d'orientation relative aux lois de finances qui va commencer, dont toutes les administrations vont basculer en janvier 2017, induit d'importantes réformes dans l'organisation et dans le fonctionnement de l'administration. Il s'agit, c'est pour nous, d'inviter les gestionnaires des ressources humaines des départements ministériels afin de les outiller davantage pour faire face à ce nouveau mode de gestion. Au sortir de ces 2 jours de réflexion, ces responsables en ressources humaines pourront mieux défendre les questions majeures touchant à l'administration publique. Et puis cette remise de bourse et d'excellence à plus de 80 filles qui se sont distinguées à l'école avec leurs bons résultats. Cette récompense vient du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, mais également du centre genre de la CEDEAO à Bassaoua. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance s'est résolument engagé à mieux outiller les femmes depuis fort longtemps. Des élèves et étudiantes bénéficient de bourses d'excellence pour améliorer leurs conditions d'études. La CEDEAO appuie le ministère de la Femme pour pouvoir donc sélectionner les élèves meilleurs dans la formation professionnelle et dans l'enseignement technique et qui sont issus de familles démunies afin de pouvoir les booster donc à terminer leurs études. En ce qui a trait à l'éducation particulièrement, nous octroyons des bourses d'excellence aux jeunes filles provenant notamment des programmes d'enseignement supérieur spécialisés où les femmes sont sous-représentées depuis une dizaine d'années. Ce projet est rendu possible grâce à l'appui du Centre CEDEAO pour le développement du genre. L'agence spécialisée de la CEDEAO veut plus de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. On a eu de très bonnes moyens pour avoir cette bourse. Cette bourse va nous permettre aussi de nous préparer par rapport à l'année qui va commencer en octobre
Ça va nous permettre aussi de payer notre inscription, d'acheter nos fournitures. Les enjeux d'une telle démarche sont aussi partagés par le gouvernement du Sénégal. L'enjeu est de promouvoir l'égalité de genre en matière d'éducation et de formation pour permettre aux femmes de jouir pleinement des droits civiques, économiques, culturels et sociaux et des principes de responsabilité, de liberté, d'efficacité et de justice économique, sociale et de genre consacrés par notre démocratie. 81 filles ont reçu leur bourse des mains des responsables du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance et du Centre Genre de la CEDEAO. Plus d'une vingtaine de millions ont été libérés pour améliorer les conditions de vie et de travail de ces bénéficiaires. La gastro-hépato-entérologie, une discipline médicale pas forcément la plus connue. Elle s'occupe de l'estomac, des intestins et d'autres organes comme le foie ou la rate. Or, qui dit foie, dit aussi hépatite. Ces affections peuvent évoluer dangereusement et conduire à un cancer. Elles méritent une attention particulière quand on sait que le Sénégal fait partie des pays à haute prévalence. C'est tout cela qui était au programme du Congrès des spécialistes sénégalais organisé à Dakar, Omar Diaouba. Pour la plupart, ils sont des spécialistes d'une branche de la médecine dont l'objet est relativement vaste, la gastro-entéro-hépatologie. Gastro renvoie à l'estomac, entéro à l'intestin, hépato au foie. Donc en un mot, la gastro-entérologie, c'est une science qui étudie le tube digestif et les glandes digestives, c'est-à-dire donc de la bouche à la... Voilà une définition succincte qui permet de se situer dans le champ d'investigation de cette spécialité qui va de la bouche à, vous n'avez pas oublié, l'autre bout. Parmi les affections du foie qui préoccupent les hépatologues, il y a les hépatites causées par des virus. Les deux virus qui sont les plus dangereux, ce sont ces virus B et C. Entre 10 et 15% de la population sénégalaise est porteuse du virus de l'hépatite B. La fréquence de l'infection par le virus hépatite B et celle du carcinome hépatocellulaire, véritable fléau surtout pour les sujets âgés de 30 à 40 ans, place notre pays dans les zones de haute prévalence. L'infection aiguë peut évoluer vers la chronicité et même le cancer ou carcinome si le sujet n'est pas traité. La lamivudine et le tenofovir sont dispensés aux patients atteints d'hépatite chronique et de cirrhose, réduisant de manière très significative le risque de contamination de l'entourage. Une des stratégies du ministère est donc de rendre disponibles les médicaments. Une autre est l'introduction du vaccin à la naissance, une première en Afrique de l'Ouest. Le PEV est fait à 6 semaines. Or, quand une maman est porteuse du virus de l'hépatite B, il y a un risque extrêmement important de transmettre l'enfant au moment de l'accouchement ou dans les premiers jours qui suivent l'accouchement. Si l'introduction du vaccin dès la naissance évite les contaminations précoces, encore faudrait-il que la mère accouche dans une structure sanitaire. Malheureusement, 30 à 40% des femmes n'accouchent pas dans les structures de santé et accouchent à domicile. La sensibilisation, le dépistage de masse et la décentralisation sont entre autres orientations des autorités qui encouragent ces rendez-vous qui participent de la formation continue et de la mise à niveau des praticiens. Et puis cet atelier national de capitalisation des résultats de la couverture médico-sociale des personnes vivant avec le VIH et le sida. C'est dans le sud du pays, à Ziguinchor. Après 5 ans de mise en œuvre, l'heure est au bilan. Et au total, des milliers de personnes ont bénéficié de cette stratégie en adhérant dans les mutuelles de santé. L'objectif étant de permettre à ce groupe vulnérable d'avoir accès aux services de santé. Salut Sec. Le programme de couverture médico-sociale des personnes vivant avec le VIH-Sida est une stratégie complémentaire de la couverture maladie universelle. Il a été mis en œuvre par le ministère de la Santé et l'USAID à travers FHI 360 et APT Associates. Objectif, permettre aux personnes vivant avec le VIH d'avoir accès aux services de santé. Après 5 ans de mise en œuvre, l'heure est au bilan. À ce jour, on peut dire qu'il y a 1358 personnes qui sont adhérentes et 3294 personnes également qui sont bénéficiaires, sachant qu'une personne séropositive qui adhère a la possibilité de bénéficier des membres de sa famille. Ça, c'est l'aspect adhésion à la mutuelle. Nous avons d'autres résultats que sont le renforcement des capacités au niveau local pour pouvoir assurer la pérennité. C'est pour nous
une stratégie extrêmement importante dans l'amélioration des conditions de santé et de vie des personnes vivant à l'EVH. Parce qu'elle participe à la mise en place d'un environnement favorable permettant une meilleure fréquentation des sites de prise en charge, mais aussi participant à une réduction du coût de la prise en charge. Cet atelier national de capitalisation a permis aux différents acteurs de partager les résultats des échanges qui ont permis de dégager quelques pistes pour la pérennisation des acquis. Nous entendons à travers différents filets sociaux qui existent au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, et surtout au niveau de la Direction générale de l'Action sociale, voir dans quelle mesure, en tout cas, enrôler les personnes vivant avec le VIH dans les groupes dits vulnérables, en l'occurrence les considérer comme des personnes en situation de handicap. Et incidemment, faire en sorte que ces personnes vivant avec le VIH puissent être enrôlées dans la carte d'égalité des chances et bénéficier des services offerts par cette carte d'égalité des chances, à savoir l'accès à des soins, l'accès à la formation, l'accès également au transport et à différentes autres offres et prestations que les services partenaires pourraient leur offrir. Le programme de couverture médico-sociale des personnes vivant avec le VIH-Sida a été mis en œuvre dans les régions de Kaolack, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Avec ces résultats positifs, les acteurs réfléchissent sur les possibilités d'élargir ce programme dans le reste du pays. Quelle perception les Sénégalais ont-ils du recensement général des entreprises conduite par l'ANSD? L'opération qui a démarré en mai dernier sera officiellement lancée demain par le président de la République. Alors, comment les chefs d'entreprise sénégalaises appréhendent-ils ce processus en cours? Qu'en attendent-ils? Réponse dans ce reportage d'Abou Mbaye. Combien d'entreprises, petites, moyennes ou grandes, compte le Sénégal? Pour le savoir, un recensement général est en cours depuis le mois de mai. Certes, on connaît l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, qui est chargée de cette opération, mais les entreprises sénégalaises savent-elles réellement ce qu'il y a derrière ce recensement? Comment l'apprécient-elles? Quelle perception ont-elles du recensement? Que ce recensement permet à l'État de maîtriser ou bien de répertorier les entreprises qui fonctionnent, qui gravitent autour du Sénégal. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais ça permet quand même à l'État de pouvoir formaliser les entreprises dans tout le territoire national et également d'avoir une mainmise sur la fiscalité, les impôts autour des entreprises. Exerçant dans la location de véhicules depuis des décennies, cet ancien taximan a fini par réussir sa reconversion en créant 2 entreprises de location de voitures très connues. Pour lui, ce recensement vient à son heure. Le recensement, c'est une bonne chose, car il permet de diagnostiquer les secteurs d'activité et d'apporter des correctifs nécessaires. Ils sont venus, nous leur avons fourni les informations nécessaires, tout en faisant part de la concurrence qui gangrène le secteur de la location de voitures. Nous travaillons dans la clairvoyance et nous travaillons d'une manière très professionnelle. C'est pourquoi nous n'avons pas eu de problème, nous n'avons pas eu de difficulté à rencontrer les enquêteurs et pouvoir communiquer avec eux, échanger sur la question qui tourne autour du secteur. Une autre entreprise leader dans la distribution des services, l'informatique, n'a pas échappé aux enquêteurs de l'ANSD. Un formulaire, je pense même, nous a déjà été transmis. Nous avons informé, bien sûr, parce qu'un problème, quand il n'est pas exposé, il n'y a pas de solution. Donc ce sera avec un grand plaisir et beaucoup de rigueur que nous répondrons. On fait ce qu'il faut. Hein. On a un cabinet fiscal, machallah, qui nous suit et tout ça. Donc la crainte ne se situe pas à notre niveau. Et je pense que crainte est là où, par exemple, il y a une méconnaissance, en fait, de ce qu'on peut gagner en donnant régulièrement nos impôts. Ce recensement est pour ce chef d'entreprise une source d'information tout bénéfique pour les entreprises sénégalaises. Le recensement qui est organisé par l'ANSD, c'est plutôt pour nous, les entreprises. L'information, c'est vrai que l'État en a besoin, mais nous en avons besoin davantage. Donc, et aujourd'hui, nous, on compte même sur ça et on attend.
La place de Dakar est un terreau fertile d'éclosion des entreprises sénégalaises, petites, moyennes ou grandes, et ce recensement permettra d'avoir une vision prospective de la vitalité économique du Sénégal. Sur l'international, l'État islamique bombardé plutôt par les États-Unis à Sirte et en Libye. Washington ouvre un nouveau front contre l'organisation de l'État islamique après l'Irak et la Syrie où elle semble indéboulonnable. C'est le premier sujet de l'actualité internationale en bref et en images avec Wisbitsa. Les avions de l'armée américaine ont commencé à frapper en Libye à la demande du gouvernement d'union nationale libyen. Les États-Unis ont mené des raids contre les positions du groupe État islamique dans la ville côtière de Sirte. L'objectif est de permettre la reprise de la ville sur laquelle les forces pro-gouvernementales butent depuis des semaines. Des forces qui ont d'ailleurs dans la foulée pris le contrôle d'un quartier de la ville et qui progressent vers le centre. Au Niger, le programme alimentaire mondial suspendra en septembre prochain son assistance humanitaire à des milliers d'enfants souffrant de malnutrition s'ils ne trouvent pas rapidement des ressources supplémentaires. Le PAM dit avoir besoin d'environ 20 millions d'euros pour venir en aide aux plus vulnérables, des fonds qui seraient de plus en plus difficiles à recueillir vu le nombre d'enfants ayant actuellement besoin d'aide alimentaire. Une étape importante vient d'être franchie dans la lutte contre le virus Zika. Un vaccin sera administré dans les prochains jours et pour la première fois à des humains dans le cadre d'une étude clinique menée par le Centre de recherche en infectiologie de l'Université Laval au Québec et des centres de recherche américains à Miami et en Pennsylvanie. Il n'existe pas encore de traitement contre le virus et les tests de vaccins n'ont pour l'instant été réalisés que sur des souris. Le centre de recherche rencontre déjà les premiers bénévoles et l'administration des vaccins devrait débuter la semaine prochaine. Les amateurs de lutte s'en délectent. Avant tout combat, il y a cette séance incontournable. Le bac ou l'art de s'autoglorifier. Dans ce registre, des ténors comme Mame Gorgui Ndiaye, Double S ou encore Manga 2. Ces lutteurs au riche palmarès s'habillent de façon traditionnelle, s'entourent de plusieurs pagnes ou de nguembes. C'est selon l'ethnie. Aujourd'hui, que reste-t-il de ce patrimoine? La rubrique Au cœur de nos cultures nous propose de revisiter le symbolisme du bac en son et avec des pas de danse. Fatou Diofa. Il en est ainsi dans l'arène. Au lendemain de chaque combat, gagné ou pas, le lutteur fait son retour sur les lieux. Des retrouvailles ponctuées et rythmées par des bacos. C'est ce qu'on appelle surf. On noue de nombreux pagnes. Le lutteur est en quelque sorte sur son 31. Autrefois, le lutteur faisait son bakou au lendemain d'un combat, quelle que soit l'issue. Tout le monde l'attendait pour l'honorer. C'était de l'art, c'était beau. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. 50 millions mu daan mbaa mu daan dootu ñëw stade ba déwén moo tax fi mu ni mbër yi la moo tax làmb yàqu te mbër yi danañ tirer conséquences yi. Le bakou, un cri de guerre pour les uns, étalage de palmarès pour les autres, ou provocation d'éventuels adversaires. ku mel ni Mame Gorgui Ndiaye daf daa bàkku nga xam dafay taxaw ni bisimilaay bisimilaay jàmm la. Quelqu'un comme Mame Gorgui était un as du bakou, avec des paroles pleines de sens. Le bakou se fait avec le tam-tam et le verbe. di expliquer loolu mooy bàkku. C'est tout un art, l'art du verbe et du défi. Chaque lutteur y va de son inspiration et de sa créativité. Le bakou fait le charme de la lutte traditionnelle sénégalaise. Le lutteur se glorifie. Chanter ses prouesses en vue d'intimider son adversaire et de séduire ses fans. C'est ce côté artistique et culturel qui fait le principal attrait de ce sport.
jàppee Kaolack nangaan ba Ndakaaru jël Jóob am cëgin dafa yombul nekkoon mbalim cëgin ndax li ma fi def bari na fu ma mës a ngemb di ba fu ma mës a ngemboo juróom-ñetti tama laay àndal. À chaque fois que je devais lutter, j'étais accompagné par 8 tam-tams. Je marchais jusqu'à l'arène, galvanisé par les sonorités. Au retour, même scénario. Mon batteur tapait Sagien Okorokenefo. Ça veut dire que par exemple, quand vous faites le combat aussi, le batteur te disait que par exemple, pour te dire, fais rentrer dans ses jambes. Le soleil est parti, Kayenga. Sagien, Okorokenefo, Kayenga. Ça veut dire que par exemple, il m'encourage d'aller attaquer mon adversaire. Au-delà des paroles, il y a également le déguisement. Le lutteur, Mbeur en Wolof, porte une dizaine de pagnes autour des reins et danse au rythme des tam-tams. Et c'est là qu'il faut faire la différence entre Ngemb et Dongali. Ngemb li mooy séri moo tudd Ngemb Dongali nag mooy taxaw di ko takk ba mu dëgër takk nga xam da ngay takk Ngemb li ba mu dëgër loolu moo wax ñu ni Ngemb li dingoot Dongali na. Le Ngemb est constitué de pagnes. Le dingot, c'est l'action de bien nouer ces pagnes. En toile de fond, la préparation mystique avec tous ces ingrédients. La manière de faire le bakou révèle deux choses essentielles sur le lutteur: son état d'esprit et son appartenance ethnique. Chez les Sérères, par exemple, le déguisement est un marqueur identitaire. Le Sérère ne met pas les pagnes en tout. Le Sérère se met en gambe et se met en boubou qu'on appelle yaral, qui ont des miroirs et qui se connaissent comme ça. Et en bas des jambes aussi. Donc ça, c'est leur façon de s'habiller pour faire des démonstrations de bac. C'est donc vers les années 90-2000 que la lutte a commencé à perdre son caractère traditionnel. Le langage, la danse, le port vestimentaire, tout a presque changé. Aujourd'hui, de nouvelles chorégraphies sont servies aux férus de lambe. On ne reconnaît plus le diola, on ne reconnaît plus le Sérère, on ne reconnaît plus l'Olof, on ne reconnaît plus le Toucouleur. Et avant, dans l'arène, on reconnaît si Doubalès venait dans les arènes. Donc, on reconnaît Mbaïgué s'il venait dans les arènes. On reconnaît Mangadeu s'il venait dans les arènes. On reconnaît Robert Diouf s'il rentrait dans les arènes. Et aujourd'hui, c'est très difficile parce que tous les lutteurs ont tendance à faire, enfin, de chorégraphie et Sérère. Aujourd'hui, tout ce spectacle s'est dilué dans l'ère du modernisme. Les danses chorégraphiques ont supplanté le bakou qui constituait la principale attraction de l'arène. Entre promoteurs, télévision, sponsors et managers, le bakou épouse l'ère du temps, mais agonise. Aujourd'hui, on parle plutôt de tous. La rubrique au cœur de nos cultures, c'est avec Fatou Diouf. L'amicale des femmes de l'IPRES récolte des fonds pour l'achat d'une unité de dialyse destinée au centre médico-social de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal. À l'occasion de la traditionnelle soirée de gala, plusieurs bonnes volontés ont manifesté leur solidarité. Dame Silla. C'est dans une ambiance festive et conviviale que l'amicale des femmes de l'IPRES a tenu sa traditionnelle soirée de gala. Dirigeants de l'entreprise et autorités étatiques ont tous répondu à l'invitation. Cette année, les fonds récoltés seront investis dans le social. Cette unité aujourd'hui est plus que nécessaire. Nous avons souvent entendu des gens se plaindre de la cherté en fait de cette prise en charge. Et étant donné qu'on n'a pas tous les moyens d'arriver à leur fin, on s'est proposé de faire une collecte. Et ça, c'est une collecte, encore je dis, c'était l'objectif, afin d'installer cette unité pour venir en aide à ceux qui sont nécessiteux de ce traitement. L'unité d'hémodialyse est assez coûteuse. Il faut au minimum débourser 20 millions de francs CFA. Pour obtenir la somme, une vente aux enchères de 2 tableaux d'art a été organisée et 7 millions ont été récoltés. Cette soirée ne pouvait que réussir, puisque les objectifs qui sont visés sont nobles. Il s'est toujours agi pour cette association d'être au chevet des plus vulnérables. Plusieurs fois, elles ont eu à agir
au niveau de l'hôpital Fann, plus précisément au niveau de Albert Royer, à l'intention des enfants malades. La soirée de gala a été très riche en sons et couleurs. Musiciens et comédiens se sont succédés sur scène. Et le public était tenu en haleine. Pour les femmes de l'IPRES, comme de la Caisse de sécurité sociale, je peux vous dire que nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de votre engagement et nous sommes fiers de tout ce que vous apportez pour la vie de nos institutions. Je pense que vous méritez notre reconnaissance et notre gratitude pour tout ce que vous faites pour le fonctionnement de nos institutions et que les gens ne savent pas. Ça, c'est extrêmement important. Pour clôturer la soirée, le chanteur Youssou N'Dour et son groupe Super Étoile ont chauffé la salle. Autorités et simples agents ont tous esquissé quelques pas de danse. Une note moins gaie dans cette édition. Le docteur Adia Tandian n'est plus enseignant-chercheur au département de sociologie de l'université Cheikh Anta Diop. Le docteur Adia Tandian s'est atteint à Paris en France. Il était malade et hospitalisé dans la capitale française depuis quelques mois. Sa mort, une immense perte pour le monde de la sociologie au Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour cette édition. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la RTS, il est 20h. Le journal, voici les titres. Le président Macky Sall fait le point sur les réalisations du PIDC. Un an après le lancement du programme d'urgence de développement communautaire, qu'est-ce qui a été fait? Que faut-il améliorer dans le processus? Ce soir, état des lieux, nous parlerons des pistes de l'électrification et de l'hydraulique rurale, entre autres. Engagement républicain des jeunes pour l'émergence. Guédiawaye, point de départ des vacances citoyennes. Le thème de cette année répond aux objectifs que s'est fixé le Sénégal d'ici 2035. Le Premier ministre le rappelle, le chef du gouvernement lancé hier les activités prévues dans le cadre de ce mois au service de la nation. Et puis dans la rubrique au cœur de nos cultures, un art qui fait courir les foules, un moment incontournable dans la lutte sénégalaise, le bac, ou la capacité de s'autoglorifier et de rappeler à ses adversaires leur rang. Entre pas de danse et son des tam-tams, toute une ambiance qui fait vibrer nombre d'amateurs. Ce soir, nous reparlons de cette tradition bien sénégalaise. Bonsoir à tous. Près de 800 km de pistes rurales en chantier, parmi lesquelles plus de 130 km déjà achevés, 500 villages électrifiés et plusieurs forages réalisés. Le président de la République a eu aujourd'hui une séance de travail avec des membres du gouvernement et le PNUD pour passer en revue les grands projets confiés au PUDC. Bilan d'une année de mise en œuvre avec Pape Biram Bigagnaï. Une partie de l'équipe gouvernementale autour de la table du président de la République. Il s'agit de se pencher sur le vécu des populations du Sénégal des profondeurs à travers le PUDC. Alors question, qu'est-ce qui a été fait dans la période 2015-2016 ? J'avais l'habitude de comparer par rapport à ce qui a été fait depuis 1960. 12 500 km de pistes rurales, ce qui fait une moyenne de 193 par année. Aujourd'hui, nous avons en chantier sur 35 sites 787 km de pistes rurales. Je pense que nous avons même atteint les 800 km de pistes rurales. 135, je pense, déjà terminées et 35 qui ont été déjà réceptionnées. Vous prenez l'électrification rurale où il y a aujourd'hui comptabilisé plus de 500 villages à électrifier. La moyenne jusqu'ici, avant 2012, c'était 1900 villages. Après 2012-2014, nous avons atteint les 2250. Ça fait en moyenne 35 villages par année. Aujourd'hui, nous parlons de plus de 500 en 2 ans. Donc, nous ne sommes pas du tout dans le même champ paradigmatique. Je peux parler de l'eau, de l'hydraulique. Aujourd'hui, ce que nous faisons est énorme, et qui est à ajouter, évidemment, dans ce que font les ministères déjà. Le bilan à mi-parcours est rassurant et les perspectives offrent de nouvelles opportunités aux Sénégalais de l'intérieur du pays confrontés à la pauvreté. Le développement en milieu rural est en marche sur fond d'amélioration des conditions de vie des populations. C'est le rattrapage.
il fallait corriger vite, aller vite, en fonction naturellement des constats qui ont été faits par Monsieur le Président de la République lors de ces différentes tournées, sur déjà les retards que nous avons en termes d'objectifs dans le cadre de ce qu'on appelait les OMD. Il y a des zones reculées qui pendant des décennies attendaient l'eau, n'ont jamais trouvé de l'eau et qui aujourd'hui, dans lesquelles se développe une petite économie rurale, une petite économie locale. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de pays en Afrique et ailleurs. Notre joie est d'autant plus grande que nous venons répondre à l'appel de la jeunesse de notre pays qui, ayant compris le sens de l'invite de Monsieur le Président Macky Sall, a décidé de s'investir pour un engagement citoyen au service de l'émergence du Sénégal. Engagement républicain des jeunes pour l'émergence, c'est le thème de cette année. Un thème qui en dit long sur le rôle important que doivent jouer les jeunes pour le développement du pays. Vous avez compris en effet que sans vous, l'atteinte des objectifs de développement et d'émergence que nous nous sommes fixés ne serait point possible. Notre pays compte ainsi capturer son dividende démographique en investissant sur le potentiel et le dynamisme de sa jeunesse, qui constitue une opportunité pouvant contribuer à l'accélération de la croissance économique. Sur un autre point, Mohamed Boun Abdallah Dionne est largement revenu sur certaines activités des vacances citoyennes, comme celles relatives au reboisement dans certaines zones du Sénégal. La régénération de la mangrove à la réhabilitation d'infrastructures socio-communautaires, en passant par des activités de prévention et de promotion de la santé, de l'hygiène, de la salubrité, de protection et de préservation de l'environnement, entre autres, je constate avec satisfaction que vous avez choisi encore une fois de vous rendre utile à toute la communauté. Plusieurs responsables ont honoré de leur présence cette cérémonie de lancement. En plus des jeunes, le parti au pouvoir, tout comme l'opposition, se sont unis comme un seul homme pour donner à cette activité un cachet particulier. Le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables a procédé à la mise en réseau au niveau de l'électrification rurale de plusieurs villages à Kaolack. Le projet va transformer radicalement, ou devrait transformer radicalement, la vie des populations. Déjà, un taux de couverture de 30% est atteint et d'ici 2017, l'État veut le relever jusqu'à 60%. Claire Diop. Permettre aux localités rurales d'accéder à l'énergie, voilà toute la pertinence de la démarche. En mission au centre du pays, le ministre en charge de l'énergie et du développement des énergies renouvelables a procédé à la mise en service du système d'électrification des villages dans les communes de Gentekaayi dans le Nioro et celui de Keur Socé dans Kaolack. Un grand bond en avant du programme d'électrification rurale de l'État du Sénégal. À ce jour, un taux de couverture de 30% est atteint. Cela a eu comme corollaire la transformation radicale de la vie des populations. On remettait en cause les capacités de production de nos producteurs. L'électrification de la commune aidera à régler ce problème. J'ai parlé des femmes pour augmenter leur capacité, mais assurer leur autonomisation. Que ce soit à travers l'allègement des travaux des femmes, et j'en passe, mais aussi la transformation des productions agricoles. Voilà, monsieur le ministre, un petit diagnostic pour vous dire ô combien votre arrivée parmi nous soulage. Les 114 maires du pôle territoire Sine Saloum étaient en conclave avec la Sonatel. Aux importants et innovations produits que nous proposait la direction de la Sonatel, Internet, ADSL, télémédecine, etc., pour une gestion moderne de nos mairies, se dressait l'obstacle de la disponibilité de l'électricité dans nos villages. Par ma voix, nous disons merci à Monsieur le Président de la République qui nous a sortis des ténèbres, puisque plus de 50 ans nous étions dans cette obscurité. Mais aujourd'hui, l'électrification rurale est devenue une réalité. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, une enveloppe d'environ 15 milliards de nos francs est dégagée. 218 villages sont concernés. L'enjeu est majeur et l'État en est conscient. L'accès à l'énergie est plus que déterminant pour l'émergence du Sénégal. Une autre partie, c'est le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire. 43 milliards consacrés à électrifier des villages.
à amener l'électricité au bord des champs pour qu'enfin, comme il l'a expliqué le docteur, on puisse irriguer les champs à moindre coût. C'est aussi les 15 milliards du programme PPP qui a permis ce matin de mettre en service les villages de Tchouben, de Djawara et de Messira Seydi. Au total, rien que pour l'électrification rurale, ces 2 dernières années, ce seront 110 milliards consacrés à cela. À Keur Omar Bambara, dans la commune de Latmingué, département de Kaolack, le ministre d'annoncer l'électrification prochaine de 17 villages de la collectivité locale pour un montant de 700 millions de nos francs. Ailleurs également, Thierno Alassane Sall s'est voulu rassurant. Des villages seront reliés au réseau à bas prix. Le taux de couverture de 60% d'électrification rurale est visé d'ici 2017. Des moteurs de pirogue aux pêcheurs, des moulins à mille au groupement féminin. La région de Matam vient de bénéficier de ce lot de matériel offert par le président de la République. La valeur de ce don est estimée à quelques 86 millions de francs CFA au Moukalsoum Sall. L'autonomisation des femmes, une volonté des pouvoirs publics qui souhaitent à travers ce matériel contribuer au développement des activités génératrices de revenus des groupements féminins de Matam. Les pêcheurs, acteurs de développement non moins importants, ont aussi reçu des équipements. Les 10 moteurs hors bord d'une valeur de 46 millions de francs font partie d'un lot de matériel et d'équipements de la pêche mis à votre disposition par le chef de l'État, le président Macky Sall. Dans le cadre de sa politique de soutien aux couches vulnérables de notre pays, le chef de l'État a mis gracieusement à la disposition des femmes de la région 22 moulins et 3 batteuses à 1000 d'une valeur totale de 40 millions de francs CFA. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de montrer leur joie. Ce matériel, selon eux, sera d'un grand apport pour leurs activités. Nous remercions le président Macky Sall. Avec ce matériel, les femmes ne seront plus fatiguées comme avant. Vous savez, à Matam, la femme est très active. Ces moteurs reçus sont de grande puissance. Notre travail ne sera plus comme avant. Nos prises vont même considérablement s'améliorer. Tous nos remerciements au président Macky Sall. 86 millions de francs CFA, c'est le coût de ce matériel de pêche et d'allègement des travaux de la femme offert gracieusement par le président Macky Sall. Le gouverneur de la région a invité les bénéficiaires à faire bon usage de ces équipements. Dans le sud, à Bignona, 5 tracteurs ont été remis. Qui sont en train de copier le modèle que nous avons mis en place, le PUDC, et c'est tout à l'honneur de Monsieur le Président de la République. Dans les mois à venir, le processus d'électrification des villages va connaître un rythme intense avec un impact réel en termes de réduction du gap monde rural et centre urbain pour corriger les inégalités. En synergie avec le PNUD et plusieurs départements ministériels, le PUDC a fait d'importantes réalisations dans les domaines de l'hydraulique, des pistes rurales, de l'équipement et de l'électrification rurale. Le représentant de la COICA, la République de Corée, a fait ses adieux aujourd'hui au chef de l'État au terme de sa mission au Sénégal. À cet effet, il a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national de Lion par le président Macky Sall. La coopération entre le Sénégal et la République de Corée s'est renforcée dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation et de l'énergie, entre autres. Voici le représentant résident de la COICA au micro de Pape Biram Bikenyai. Today is my special day. I'm very happy today. It's not a... Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour lui et très agréable parce qu'il vient d'être reçu par son Excellence Monsieur le Président de la République et qu'il a été décoré à l'Ordre national du Lion à la fin de son mandat au Sénégal de 2013 à 2016. Il dit que quand il est arrivé ici, il y avait quelques difficultés dans la coopération avec la République de Corée, mais il a pu réussir à résoudre ces difficultés et que maintenant il y a beaucoup de choses qui se passent très bien et que les projets se développent de plus en plus.
Le Sénégal a réussi à faire partie des 26 pays prioritaires de l'aide publique au développement de la Corée et que depuis lors, il y a beaucoup plus de projets qui vont venir au Sénégal. Le volume des projets va être doublé ou triplé au moins. Le vendredi dernier, le 29 juillet 2016, il y avait une délégation du ministère des Affaires étrangères de la Corée qui était venue ici pour discuter avec la partie sénégalaise, le ministère des Finances et les autres ministères sectoriels, sur le document de stratégie pays de la Corée pour le Sénégal pour 2016-2021. Et il dit que lors de ces discussions, il a été identifié des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'élevage, pêche, élevage et tout. Ensuite, il y a aussi la santé, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et le développement rural, tel que l'hydraulique rural et les autres secteurs. Donc ces secteurs ont été identifiés comme secteurs prioritaires dans le cadre du document de stratégie pays de la Corée pour le Sénégal pour les 5 prochaines années. Le Premier ministre a lancé hier les activités prévues dans le cadre des vacances citoyennes. Le chef du gouvernement a rappelé aux jeunes le rôle qu'ils doivent jouer et la place qui est la leur dans le développement socio-économique du Sénégal. Le thème de cette année, engagement républicain des jeunes pour l'émergence, est un appel du pied et c'est à Guédiawaye que le ton a été donné. Ibrahim Andong. Un accueil à la hauteur de son rang. Le chef du gouvernement vient ainsi procéder au lancement de la caravane des vacances citoyennes. Pour cette année, c'est la ville de Guédiawaye qui est à l'honneur. Pour l'occasion, ils sont nombreux les mouvements de jeunesse à répondre présents. En choisissant cette ville pour le lancement officiel de cette activité dédiée à la jeunesse du Sénégal, le gouvernement vient confirmer tout l'intérêt et toute l'attention qu'accorde le chef de l'État à cette importante partie de notre capitale, c'est-à-dire la banlieue de Dakar. Mis aux associations d'agriculteurs par le projet Pôle de développement de la Casamance. Après Sédhiou, c'est au tour des producteurs de la région des Ziguinchor de recevoir ces engins. Dans le même temps, les membres du comité de pilotage du PPDC ont fait le point sur l'état d'avancement du dit projet. Salut Sec. Cette réunion du comité de pilotage du projet Pôle de développement de la Casamance est marquée par la présence massive des membres de cet organe, deuxième du genre. La rencontre qui se tient tous les 6 mois a été délocalisée à Bignona. Objectif, revenir sur l'état d'avancement du projet. Le PPDC a fait un excellent travail, je dirais même un travail inédit en Casamance. Et le PPDC a été félicité par le président de la République en Conseil des ministres, devant tout le monde. Vous prenez le bailleur qui est la Banque mondiale. Elle a dit dans son rapport, son dernier rapport, que le PPDC est l'un de ses meilleurs projets en Afrique de l'Ouest. Les femmes à Kolda, elles ont dit qu'elles ont multiplié l'année dernière le record par 4. Les producteurs ont dit qu'ils ont augmenté la production par 3. Et ça grâce à l'encadrement du PPDC, le matériel, le produit, les intrants, les semences certifiées qui avaient été données. Avec ces réalisations, le PPDC est considéré comme un projet porteur d'espoir et d'espérance. Conscient de ses avantages, les membres du comité de pilotage comptent travailler main dans la main pour permettre d'atteindre les objectifs du programme. La région naturelle de Casamance, particulièrement, est dans le champ de mire des plus hautes autorités de ce pays. C'est pourquoi, au moment de démarrer, les politiques publiques phares relatives à la réforme de la gouvernance territoriale, ces autorités-là ont pensé à faire de cette région naturelle le cadre opératoire, le cadre d'expérimentation effectivement de ces politiques. Dès lors, nous ne devons pas faillir. Nous devons mobiliser toutes nos connaissances, notre savoir-faire, notre expertise, notre volonté, notre générosité pour aider le PPDC, pour nous aider justement à atteindre l'ensemble des objectifs escomptés. Après la rencontre, les membres du comité de pilotage ont procédé à la remise des tracteurs aux producteurs. Au total, 5 engins ont été remis aux différents groupements de producteurs de la région de Ziguinchor.
Dans la Casamance, on a 14 tracteurs, 14 motoculteurs dans la phase 1, 10 décortiqueuses et 10 batteuses dans la phase. L'idée, c'était de tester d'abord la capacité des acteurs à répondre, à lever la contrepartie, d'une part, et puis maintenant, d'autre part, voir comment les équipements vont se comporter sur le terrain et en fonction des enseignements qui vont être tirés, relancer un autre programme. On a vite compris que vraiment ça c'est la politique que le chef de l'État a mis en place de penser à l'agriculture pluviale. Nous qui dépendons de la pluviométrie, c'est quand même, nous en réjouissons et nous sommes très contents. Après Sédhiou, le projet Pôle de développement de la Casamance accompagne les producteurs de Ziguinchor, des équipements qui devront leur permettre d'augmenter leur production. À Dakar, le ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a procédé ce mardi